Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Professeur émérite à l'ESCP, on va parler budget et dépenses sociales. Mais avant ça, il y a un sujet que je voulais évoquer avec vous, le Louvre. Comment on protège notre histoire, vous qui êtes très attaché à la culture, dans un monde où on veut faire des économies, où on doit faire des économies, quelle place doit prendre la culture? Est-ce que la France peut encore supporter le poids de son histoire? J'espère que la France est à même de supporter le poids de son histoire. C'est un atout, cette histoire, et la France ne valorise pas cet atout. Ça fait longtemps que je dis qu'au lieu de parler de réindustrialisation, au lieu de faire Choose France, dans un français approximatif, de faire venir des entreprises étrangères que l'on va inonder de l'argent public, il faut utiliser cet argent public pour sauver le Louvre. Lorsque, peu de temps après Choose France, notre président de la République avait fait une communication sur le Louvre en disant qu'il fallait entre 800 millions et 1 milliard pour réaménager le Louvre, le reconstruire, refaire en sorte qu'on puisse accéder de façon plus simple et plus directe à la Joconde et à des tableaux de cette nature. Et moi, j'avais trouvé une solution. Au lieu de donner 1 milliard à une entreprise taïwanaise, soi-disant pour faire une usine à Dunkerque qui ne sera jamais rentable, autant faire en sorte que le Louvre soit rentable, soit utilisé de façon efficace et soit effectivement aménagé et sécurisé. Mais c'est à l'État de payer ça. On ne pourrait pas ouvrir ça justement encore plus au mécénat comme on l'a fait aussi pour Alors je pense que dans les dépenses culturelles, effectivement, vous avez deux types de dépenses. D'abord le budget de la culture hors audiovisuel public, sur lequel je ne me prononcerai pas, mais il y a des gens qui pensent qu'il faudrait supprimer l'audiovisuel public. Qu'il n'y a pas besoin d'un audiovisuel rationalisé. Oui, mais donc c'est un peu plus de 4 milliards et demi. Et donc, dont 1 milliard pour le patrimoine. Donc effectivement, ce sont des sommes relativement faibles. On peut considérer qu'effectivement, l'État pourrait faire davantage. Mais il y a des choses qui relèvent du mécénat, et puis il y a des choses sur lesquelles il y a ce que les économistes appellent un effet Robin des Bois inversé. C'est-à-dire l'État paie des activités qui bénéficient aux riches avec les impôts des pauvres. L'archétype, c'est l'art lyrique. Systématiquement, dans tous les travaux sur les dépenses culturelles, on met en regard le fait qu'une place d'opéra est financée à moitié par les gens qui viennent assister au spectacle et à moitié par les contribuables, et que les gens qui viennent au spectacle sont en général des gens plutôt assez aisés, parce que la place, de toute façon, est d'ores et déjà un prix exorbitant. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que ce soit plus les mécènes et plus les spectateurs qui financent? Mais la question se pose sur d'autres dépenses. Vous avez des travaux sur les dépenses universitaires aussi. Quand on regarde les gens qui vont à l'université dans les filières qui sont les plus porteuses, vous apercevez que ce sont des gens qui sont en fait issus de milieux relativement favorisés. Et donc les écoles d'ingénieurs, par exemple, se posent la question de savoir s'il ne faut pas augmenter. Oui, c'est pour ça qu'il y a des systèmes de bourses. Et pareil dans les musées, on ouvre des aides pour les chômeurs. Exactement. Il faut prévoir effectivement des bourses, des aides, l'accès possible gratuitement pour certaines catégories, et puis demander aux gens qui peuvent payer de payer davantage. Donc les écoles d'ingénieurs envisagent d'augmenter considérablement leur droit de scolarité et de financer par des bourses la présence d'élèves issus de milieux défavorisés. Et le prix du billet, est-ce qu'il doit augmenter pour les étrangers? On peut faire aussi un tarif discriminatoire. Oui, alors on pourrait faire effectivement envisager de cibler davantage les étrangers. Je pense que c'est... Les touristes. Les touristes, oui, les touristes quels qu'ils soient. Je pense que c'est assez maladroit en fait. La culture française doit rayonner et donc plus ils sont nombreux, mieux ça vaut. C'est pas la peine de les stigmatiser et surtout de leur donner l'impression qu'ils se font arnaquer. Donc il faut subventionner la culture finalement, faire en sorte... Il faut subventionner le patrimoine et il faut faire en sorte que dans les endroits où on est en Robin Hood reverse, donc en Robin des Bois inversé, eh bien on fasse vraiment payer aux gens qui peuvent payer l'accès à certaines activités. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui râlent que la France justement devienne seulement un musée et un grand musée à ciel ouvert? Je ne vois pas ce qu'il y a d'infamant à être un grand musée, vous savez. Au lieu de faire de l'industrie, au lieu de faire de la tech, de l'IA... Oui, mais écoutez, un conservateur de musée me paraît tout aussi pertinent dans son activité qu'un ingénieur sidérurgiste. Alors après, si c'est de l'intelligence artificielle, d'accord, mais pour revenir à la réindustrialisation dont on fantasme, on veut sauver notre sidérurgie et toutes les campagnes électorales donnent lieu à une visite des candidats à la présidentielle en Lorraine en disant on va sauver la sidérurgie. Et puis la sidérurgie va y passer. Moi, je suis assez vieux pour avoir connu l'époque où on allait sauver les charbonnages. Et puis ils y sont passés. Et puis là, maintenant, on nous parle de l'automobile. Le véritable enjeu, c'est effectivement d'avoir une production qui soit en conformité avec nos avantages comparatifs. Et un de nos avantages comparatifs, c'est d'avoir une histoire.
Effectivement. Alors hier, la présidente Laurence Descartes a demandé la création d'un commissariat de police à l'intérieur du musée. Ça va demander des ressources, mais est-ce que ça pourrait être une compagnie privée? Alors c'est déjà en fait une compagnie privée qui s'occupe de la sécurité, mais qui n'est pas armée. C'est là en fait le sujet aussi, peut-être un peu plus philosophique sur la violence légitime. Oui, je pense qu'effectivement, il y a quand même des choses qui relèvent de l'État et que l'État se disperse en s'occupant de choses qui ne relèvent pas de sa mission et il néglige les choses qui relèvent de sa mission. Alors effectivement, il y a des libéraux encore plus radicaux que moi qui pensent que finalement les armées mercenaires ça marchait pas si mal par rapport aux armées de conscrits ou de professionnels, que effectivement les milices privées, les châteaux forts, tout ça c'est pas forcément une mauvaise idée. Non, je pense que le rôle de l'État. Il y a un rôle de l'État mais que l'État doit se cantonner à ce rôle-là et justement ne pas essayer de prétendre avoir une politique industrielle, de prétendre avoir des idées là aussi sur l'éducation. L'éducation, il peut donner un cadre, il peut être maître d'ouvrage, mais il n'est pas obligé d'être maître d'œuvre, surtout que quand on voit les résultats, il n'est pas véritablement à la hauteur des attentes. On a trouvé quand même certaines de vos limites. Bon, on va parler du projet aussi de loi de finances de la sécurité sociale. Là aussi, il y a peut-être beaucoup à dire. Alors, la discussion a été reportée à lundi à l'Assemblée à cause de l'intégration de cette lettre rectificative où sera mentionnée la suspension de la réforme des retraites. Il n'empêche que là, le déficit prévu du système, 17,5 milliards d'euros, alors que c'était 23 milliards l'an passé. Ça fait quand même un gros effort, plus de 7 milliards. Oui, mais... C'est rationnel ? Oui, c'est rationnel, sauf que la vocation de la sécurité sociale, normalement, c'est d'être à l'équilibre. Alors, elle n'est pas obligée d'être à l'équilibre une année donnée. Chaque année, il y a des cycles en économie. Donc, il faut qu'elle soit à l'équilibre sur la durée du cycle et qu'il y ait des périodes où, effectivement, elle dégage des excédents. Il y a des périodes, il y a des moments où la sécurité sociale a été en excédent, une année qu'on identifie, qu'on montre en disant, vous voyez, la sécurité sociale peut être en excédent, mais dès l'origine, la sécurité sociale est apparue comme étant en situation de déficit. Le premier trou de la sécurité sociale, c'est 1950, à une période où on est dans les 30 glorieuses, où il y a une croissance assez forte, et il y a une dynamique d'activité économique qui devrait garantir l'équilibre de la sécu. Alors apparaît un déficit. Alors qu'elle a été créée en 1945, puisqu'on a elle a été créée en 1945. Il y a 5 ans déjà, ça partait. Au bout de 5 ans, c'était déjà. Et donc, au bout de 5 ans, déjà, tous les fondements qui avaient été mis en place étaient plus ou moins ébranlés. Il devait y avoir un régime unique, il y avait encore des régimes spéciaux. Il devait y avoir un équilibre, le système était déjà déséquilibré. Il devait y avoir un effort plus particulier sur la politique familiale, parce que la grande angoisse, c'était l'évolution de la population, mais on était au début du baby-boom, donc les gens se sont dit non, on va profiter du baby-boom pour remodifier la répartition des ressources et favoriser plutôt les dépenses de santé. Donc il y a eu très vite une remise en cause de ce qu'avait été le projet initial, d'autant plus que, j'insiste sur une chose, c'est qu'il y a une légende autour de la sécurité sociale qui l'associe à Ambroise Croizat, qui a été nommé ministre du Travail en novembre 1945 et la sécurité sociale a été créée en octobre 1945. Donc d'emblée, il y a eu une histoire qui a été racontée et une histoire qui ne correspondait pas à cette histoire fatale qui est que le système a été très rapidement en déficit et en déséquilibre. Et donc son histoire, c'est une course permanente après des réformes permettant d'accéder à l'équilibre. Mais on attribue ça à quoi? Justement, une mauvaise conception au départ, une mauvaise gestion, alors que là, vous nous dites aussi que ça allait de mal en pire. Oui, ça allait de mal en pire. Alors il y a eu des périodes d'amélioration. En fait, quand on regarde effectivement, pour essayer de répondre au problème, on a changé progressivement la nature des gens qui prennent les décisions. Au début, c'était des élus. Les gestionnaires de la sécurité sociale étaient élus par les assurés sociaux. À partir de 1967, on a confié ça aux syndicats, dans le cadre du paritarisme, en s'inspirant de ce qui s'était passé à l'UNEDIC, quand on voit que l'UNEDIC, ça marchait pas si mal. Donc, moitié patron, moitié organisation patronale, moitié syndicat de salariés. Et puis, à partir de 1978, on leur a donné, au travers de la Commission des comptes de la sécurité sociale, des éléments d'information. On leur a dit, voilà les enjeux, voilà les éléments d'information, maintenant à vous de... Et en 1995, il y a 30 ans, a eu lieu le plan Juppé où on les a dessaisis et on parle du PLFSS, du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est donc le Parlement maintenant qui décide. Et donc là, pour moi, c'est catastrophique. C'est-à-dire que si vous reprenez le discours d'Alain Juppé, d'ailleurs, il le reconnaît lui-même, il dit qu'un des objectifs, c'était d'atteindre l'équilibre et que ça a échoué.
Mais il n'y a aucune des solutions qui marche. Du coup, si à chaque fois on a eu des déficits, que ce soit les 3 modes de gestion. Alors, oui, parce que les gestionnaires qui sont en charge ne sont jamais responsables de ce qui se passe. Ils ne se sentent jamais à responsabilité de ce qui se passe. Après tous les partenaires sociaux, malgré la résistance des grèves de 95, où Force ouvrière et notamment le secrétaire général de l'époque, Marc Blondel, disait « on est en train de nous dessaisir de notre pouvoir. Donc il faut qu'on démontre que nous avons failli. » que c'est nous qui sommes responsables de ce qui se passe. Et il commençait déjà à dire, en fait, nous avons subi des décisions qui nous ont été imposées de l'extérieur. Et d'où la réponse de Juppé. À partir du moment où vous considérez que c'est l'État qui vous impose des choses, l'État va s'en occuper. Et lui, il va arriver à l'équilibre. Or, nous sommes 30 ans après, la dette de la sécurité sociale, c'est 287 milliards d'euros. L'équilibre n'a pratiquement jamais été atteint. Il y a une année, là aussi, par-ci, par-là, où il a été atteint. Et l'État a utilisé la sécurité sociale pour bricoler autour de sa politique économique et de sa politique sociale. Et donc, je pense... Oui, parce qu'on finance des choses à travers ça, à travers on devrait traverser. Voilà, comme la suspension, là, voilà, de la réforme des retraites. on supprime des cotisations sociales en disant le travail, c'est des charges. Alors c'est des charges, c'est insupportable, donc on supprime les charges. Sauf que les charges, c'est le financement de la sécurité sociale. Et donc l'État vient après en pompier, donc il consacre pas loin de 75 à 80 milliards d'euros pour renflouer les comptes de la sécurité sociale du fait des cotisations qu'il a lui-même supprimées. Mais ça suffit pas. Et donc l'État organise plus ou moins par une forme d'amateurisme et de démagogie la mise en faillite de la sécurité sociale. Donc je dis, il faut qu'il y ait quelqu'un à la tête de la sécurité sociale, qui n'ait pas d'objectif politique, mais qui ait un objectif... chef d'entreprise ? Un chef d'entreprise, qui ait des objectifs de management. Et donc ça s'appelle une entreprise privée. Avoir des objectifs de management, c'est une logique d'entreprise privée concurrentielle. Et qui doit répondre à des objectifs, sinon il doit partir, c'est ça ? Et sinon il doit partir, non seulement il doit partir, mais s'il est véritablement un agent privé, il fait faillite. Et donc, alors tout le monde hurle en disant... C'est compliqué pour... C'est le modèle américain, c'est monstrueux, sauf que c'est pas que le modèle américain. Il y a beaucoup de pays qui se sont orientés vers des caisses de sécurité sociale en concurrence avec des statuts très divers, mais en Suisse c'est le cas, en Suède c'est le cas, et donc déjà l'assuré social ayant le choix, c'est le cas aussi pour les mutuelles, ayant un certain degré de liberté, il se sent plus impliqué dans la gestion en plus de l'organisation. Et donc à ne pas faire d'excès, comme là on est en train d'essayer de mettre des règles pour les arrêts maladie. Sur la fiscalisation des affections longue durée aussi, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne manière de baisser les dépenses? Non, c'est pas mesquin aussi. Oui, on retrouve souvent ce mot-là d'ailleurs, mesquin. Oui, alors il y a un côté effectivement un peu bricolage à la marge, avec un rapport aux dépenses de santé et aux professions de santé, qui est là aussi un rapport très politique. On parlait de l'intelligence artificielle, il y a un domaine où beaucoup de spécialistes annoncent que l'intelligence artificielle va changer complètement la donne, c'est le domaine médical. C'est-à-dire qu'on vous annonce, c'est d'ailleurs le cas, ce qu'on voit dans certains États des États-Unis, vous regardez en Californie, il n'y a pratiquement plus de médecins de premier degré. Il y a à la place des cabines de diagnostic. Et donc, il y a des gens qui disent que le médecin de premier degré a vocation à disparaître. Mais vous avez en face, c'est toute une profession qui dit, mais pas du tout, on a un rôle très important. Et alors, il faut regarder là aussi, en Californie, on dit, mais le médecin de premier degré, il ne vous donne pas le même diagnostic à 8h du matin qu'à 17h, parce que, face aux mêmes symptômes, parce qu'il est fatigué, parce que, bon, alors que la cabine de diagnostic, à 8h du matin et à 17h, face aux mêmes symptômes, elle donne le même diagnostic. Alors, le médecin se défend en disant, mais non, les symptômes ne sont pas exactement les mêmes. Les symptômes incorporent aussi la psychologie du patient, donc je réagis face à la psychologie du patient. Tout ça est pour dire qu'effectivement, les progrès techniques qui pourraient être faits dans le secteur sont en général un peu mis au second rang par rapport à l'idée que, alors on va faire des petites économies à gauche, à droite, et puis à la fin des fins, on va faire payer l'État et puis la génération future, c'est-à-dire l'accumul de la dette, 287 milliards de dettes, et puis on verra. Donc plus investir dans l'IA, dans la technologie. La CSG, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il y en a certains qui veulent la baisser pour que ça coûte moins cher pour les actifs. Mais en même temps, c'est un des impôts qui rapporte le plus, 120 milliards. Exactement. C'est plus typiquement, oui, c'est typiquement la CSG. La volonté de baisser la CSG, c'est typiquement ce que je dénonce. C'est-à-dire que on dit les gens qui travaillent ne gagnent pas assez. Et donc, on pourrait se poser la question, vous savez, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, il y a une phrase célèbre de Saint Paul, c'est « tout travail mérite salaire ». Ça, tout le monde le comprend. Mais la partie suivante de la phrase de Saint Paul, c'est « tout salaire réclame travail ».
Et donc, si on veut du salaire en plus, il faut travailler en plus. Et donc, c'était un peu l'idée de notre ancien Premier ministre, de François Bayrou, qui voulait supprimer 2 jours de congé. Sauf qu'il avait présenté ça non pas comme un moyen d'améliorer la situation des salariés, mais comme un moyen de compenser la gabegie publique. Et donc, je m'étais permis de dire que j'étais favorable au travail, mais pas au retour de la corvée, c'est-à-dire du travail gratuit pour l'État, oui, mais qui avait été supprimé au XVIIIe siècle. Il faut effectivement, finalement ressortir le fameux « travailler plus pour gagner plus ». Et en fait, c'est ça le slogan qui pourrait... Oui, alors il faut l'utiliser non pas comme un slogan politique, mais comme un constat économique. C'est-à-dire que la vraie solution du pays, c'est d'augmenter la taille du gâteau avant de redistribuer le gâteau, et donc d'augmenter la croissance. Avec la baisse de la CSG, on va donner du pouvoir d'achat sans qu'il y ait de travail supplémentaire, en disant de toute façon, il y a un problème de pouvoir d'achat. Bon, très bien, et moyennant quoi, effectivement, on reporte sur la génération d'après, parce que ça se traduira par de la dette, le niveau de vie que l'on garantit à la génération présente. Donc tout arbitrage doit en fait être négocié selon ce que chacun a à gagner. Bon, il y a aussi une part du gâteau qui augmente beaucoup, ce sont les dépenses de santé qui croissent de 4% en moyenne par an. C'est plus que la croissance, c'est plus que l'inflation, mais c'est le poids de la démographie évidemment, mais c'est finalement ça aussi le nerf de la guerre. Oui, c'est le poids de la démographie, d'abord parce que la population vieillit, donc elle a besoin, donc encore une fois, on peut chercher à appauvrir les personnes âgées, c'est ce qu'on est en train de faire. On n'indexe plus les retraites. On a commencé par désindexer les retraites des salaires, c'est-à-dire les retraites. Statistiquement, elles sont moins pauvres que les actifs aussi. Oui, parce qu'ils n'appartiennent pas exactement aux mêmes catégories sociales. Mais en plus, quand vous regardez un peu dans le détail, quand vous arrivez au moment où les personnes âgées en question sont des femmes, ce sont des femmes qui ont une pension de réversion. Et donc elles aussi, elles sont quelquefois en difficulté parce qu'elles n'ont pas, dans les générations qui sont les plus âgées, elles n'ont pas travaillé. Donc elles sont dans une situation où elles sont assez dans le besoin. Mais globalement, on peut appauvrir en disant effectivement, ils ont eu une vie de cocagne et ils continuent à nourrir les croisières et autre chose, donc on va s'abattre sur eux. On peut aussi se poser la question de savoir si est-ce qu'on ne pourrait pas donner comme objectif à la société d'améliorer le niveau de vie de l'ensemble de la population par la croissance, par le travail, et constater que dans la croissance économique, dans le niveau de vie, il y a des choses dont le poids a vocation à diminuer et d'autres a vocation à augmenter. C'est-à-dire que les dépenses de téléphonie baissent parce qu'il y a du progrès technique et les dépenses de santé augmentent parce qu'il n'y a pas encore de progrès technique, mais on peut penser qu'il va y avoir un progrès technique qui va limiter les conséquences de l'évolution de ces dépenses de santé. Donc ne pas se lamenter. Il n'y a pas que des baisses de dépenses dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il y a un congé de naissance de 1 à 2 mois. Mais est-ce que ça va vraiment changer le problème démographique de donner des vacances aux jeunes parents? C'est pas ça le problème. C'est le pouvoir d'achat, c'est le fait, ou même l'éco-anxiété aussi. Oui, je pense que c'est un des grands constats qu'on peut faire. Les politiques familiales sont vouées plus ou moins à l'échec. Tous les pays qui ont été en avance, entre guillemets, par rapport à nous, je pense aux pays asiatiques et singulièrement à la Corée et au Japon, qui ont essayé de faire des politiques familiales, qui ont essayé de lutter contre la peste. Donne de grosses subventions, la Corée du Sud. Oui, n'arrive pas. Et donc, ce sont des pays qui commencent à avoir comme vision, non plus d'améliorer leur situation démographique, mais de trouver un moyen de contourner cette situation démographique. Grosso modo, le Japon a 2 choses en tête. La première, c'est la date à laquelle l'empereur sera tout seul, puisque la population diminue. Donc, par un petit modèle mathématique d'exponentielle décroissante, on arrive au moment où il est tout seul. Et le deuxième élément, c'est d'aller chercher, en plaçant l'épargne japonaise dans les pays où il y a des jeunes, les moyens de financer le vieillissement de la population. Grosso modo, un des grands enjeux des pays qui vieillissent, on le voit avec l'Allemagne, on le voit avec la Corée, on le voit avec le Japon, c'est de dégager des excédents extérieurs pour acheter des usines dans les endroits où il y a des jeunes susceptibles de travailler. En France, on est dans l'incapacité de faire ça. On a de l'épargne. Alors, on a de l'épargne, mais pas assez pour la placer à l'étranger. Donc, elle est totalement mangée par notre déficit budgétaire. Donc, on n'a pas assez d'épargne pour aller acheter des usines à l'étranger. Et donc, la jeunesse, on ne l'achètera pas à l'étranger. Donc, on devra la faire venir. Sauf que là aussi, il y a des gens qui disent surtout pas. Surtout que les gens jeunes susceptibles de venir ne viennent pas. L'immigration, c'est monstrueux. On n'en peut plus assez. Bon. Donc, on est un peu dans une impasse. Une dernière question sur le cumul emploi-retraite. Là, il est mis à mal par le projet de budget, puisque en cas de cumul avant de 67 ans, en fait, il n'y aura pas
possibilité de gagner plus que la pension de retraite. Donc en fait, c'est pas forcément intéressant. Ça va dans le mauvais sens parce qu'il faut quand même inciter à travailler plus. C'est ce que vous dites régulièrement. Oui, on est dans cette contradiction permanente, qui est une contradiction qui était dès l'affaire de la retraite à 60 ans. Je renvoie les auditeurs téléspectateurs au discours qu'avait prononcé à l'époque François Mitterrand, où il disait que le but de la retraite à 60 ans, ce n'était pas de permettre aux gens d'avoir une vie plus agréable, c'était de dégager des emplois pour les plus jeunes. Et donc, il disait, en fait, l'enjeu de la retraite, c'est un enjeu de politique de l'emploi et pas un enjeu de bien-être. Et donc, on a, vis-à-vis de la retraite, toujours un peu cette ambiguïté. Tantôt, on n'a jamais tranché. On n'a jamais tranché. Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce qu'on donne à la population, en fin de vie, les moyens d'avoir une période de calme et de sérénité? Ou est-ce qu'on considère que, place aux jeunes, vous dégagez, parce que comme ça, vous allez permettre à des gens qui sont en situation de ne pas être au travail, d'avoir un travail? Mais du coup, le cumul emploi-retraite, est-ce qu'il faut l'encourager? Est-ce que Bien dans sûr, ce sens-là... il faut encourager toute forme de travail sous quelque forme que ce soit. Et même, d'ailleurs là aussi, je rappelle que dans certains régimes de retraite, l'âge de départ est une obligation, mais il y a des régimes de retraite où l'âge de départ est une possibilité. Et donc, c'est toute cette idée que, effectivement, si les gens veulent continuer à travailler, reporter le plus possible leur âge de départ à la retraite, pourquoi pas? Et pour après, peut-être gagner plus aussi, que ça permette d'augmenter la pension. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Je vous en prie.